Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour commenter cette information qui vous passionne tant entre 10h et midi. Aujourd'hui, Noémie Alioua, bonjour, journaliste essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Rémi Branco, vice-président du Lot, porte-parole du PS, bonjour. Bonjour. Je rappelle votre dernier livre, Loin des villes, loin du cœur, qui est paru aux éditions de l'Aube. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, et je rappelle votre site, la lettre d'information théopolitique. En fait, c'est une lettre d'information à laquelle on peut s'abonner. On doit. C'est essentiel. Et Yves Damécourt, bonjour. Viticulteur, ancien élu local et porte-voix de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. On va revenir toujours sur cette affaire de labellisation des médias parce que c'est important et que ça vous passionne, ça vous intéresse, et on vous attend au 0826 300 300. Vous avez peut-être vu hier le gouvernement rétro-pédaler sur le sujet, dire qu'il n'en avait jamais été question, qu'on avait mal compris. Bref, qu'avez-vous compris ? Qu'avez-vous compris, vous, auditeurs de Sud Radio ? Bruno Retailleau était ce matin l'invité du Grand Matin Sud Radio, de l'interview politique. Il ne veut pas, avec Édouard Philippe, il soutient Édouard Philippe, ne pas voter ce budget de la sécurité sociale et l'éducation sexuelle à l'école. L'État a été condamné. On va revenir sur tous ces sujets avec vous. Commençons peut-être avec la labellisation, une fois de plus, la labellisation des médias. Peut-être écouter, donc la ministre de la Culture, Rachida Dati, était sur le plateau de CNews hier pour tenter de désamorcer cette incompréhension, on va dire, ou en tout cas cette mauvaise interprétation, ainsi que Sabrina Agresti-Roubache, ainsi que ce matin l'ancien ministre Guillaume Kasbarian, et tous ils ont un peu des éléments de langage. Alors écoutez ce que disait Sabrina Agresti-Roubache hier. On fixe pareil la discussion. Le président n'a pas dit qu'il fallait des médias labellisés de partout. Il a parlé d'un label qui existe déjà, qui est fait par les journalistes, donc vous-même, eux-mêmes. Donc on ne peut pas dire que... Non, moi je ne laisserai pas dire que le président a demandé à ce qu'il y ait un label ou des médias juste labellisés, puis le reste ça n'existe pas. Première chose, non mais c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Bon. Et puis Rachida Dati qui explique le pourquoi du comment, pourquoi cette idée de label. Les Français sont inquiets, que disent-ils ? Ils disent on n'arrive plus à faire la différence entre un contenu sur un réseau social et une information journalistique. Vous êtes journaliste, vous avez une carte de presse, vous respectez une déontologie. Il y a une commission de la carte. Non, voilà, exactement, il y a des critères. Donc vous n'êtes pas comme n'importe quel youtubeur, j'allais dire. Votre contenu, si vous le publiez sur les réseaux sociaux, normalement, il n'a pas la même valeur. C'est pas, encore une fois, c'est pas une valeur au sens un jugement personnel. Je dis simplement, vous avez un métier, vous respectez une méthode, des règles, des critères, et dicté par l'ARCOM. C'est pas la même chose. C'est pas, exactement. Donc ça n'est pas la même chose. Donc que dit-il dans cet océan de réseaux sociaux où tout se vaut, où effectivement avec des conséquences néfastes, et nous en savons quelque chose, parce que nous avons ce combat commun de protéger notre jeunesse et les enfants des effets néfastes de ces contenus, justement des réseaux sociaux. Bon, il y a un petit biais, je vois Rémi Branco qui lève les yeux au ciel. Vous avez compris quelque chose ? J'espérais que la ministre de la Culture et de l'audiovisuel me rassure en m'expliquant un petit peu le contenu. Je comprends rien. Non. Je comprends juste qu'on veut se payer, entre guillemets, certains médias. C'est pas forcément des médias que je regarde tous les jours et que j'apprécie, donc j'ai pas de problème sur le fond du jugement qu'on peut avoir vis-à-vis de telle ligne éditoriale. Mais en revanche, la labellisation, puis la question des réseaux sociaux là-dedans, moi je comprends absolument rien. De tout temps, depuis le début de l'humanité, on a une information officielle, on a des informations concurrentes et on a parfois des charlatans, et c'est l'éducation, c'est la culture qui fait qu'on arrive à faire le tri. C'est pas un label. Moi je vais pas dire à mon voisin de village qui regarde n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et je le salue parce qu'il m'envoie régulièrement des fake news à qui je dis à chaque fois mais non, c'est n'importe quoi. Bon c'est à nous de faire ce boulot-là, d'expliquer. Oui, mais vous êtes pas, c'est votre copain. C'est pas parce que Macron lui dit c'est pas labellisé qu'il va pas y croire. Au contraire, je pense même que ça va l'inciter à aller chercher plus loin. C'est effectivement ce que nous ont dit certains auditeurs. 0826 300 300 si vous voulez encore une fois réagir en disant justement nous on ira sur les sites non labellisés. Mais moi ce qui m'a comme les radios pirates, ce qui m'a étonné, c'est cette phrase qui est revenue et chez Sabrina Agresti-Roubache et chez Rachida Dati: labellisez-vous vous-même. C'est-à-dire que nous on va décider Sud Radio qu'on va mettre le label rouge
rouge et noir. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que tout ça est très flou. Tout ça est très flou et assez incompréhensible. Vous avez été directeur de rédaction. Moi, j'ai toujours été, quand j'étais directeur de la rédaction de La Vie, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, que je suis opposé à toute forme de journalisme officiel et de labellisation. Qu'elle vienne de l'État, ça va sans dire. J'attends certainement pas d'un gouvernement quel qu'il soit et quel qu'il sera demain de me dire ce que je dois écrire et ce que je peux écrire, mais aussi de la profession. Moi, j'étais déjà très réservé sur le comité déontologique, enfin, toutes sortes d'organismes qui essaient finalement de dire ce qu'on pourrait écrire, ce que serait du bon journalisme. Vous savez, le bon journalisme, c'est assez simple. C'est vérifier des faits et essayer de les expliquer le plus correctement possible. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, on est en concurrence avec d'autres. Maintenant, vous avez référence à ma lettre théopolitique. Je suis sur la plateforme de journalisme indépendant qui est Substack. Et c'est vrai que je suis sur cette plateforme avec, en concurrence, on pourrait dire, avec des gens qui ont une autre forme d'écriture que la mienne. Je ne dis pas que c'est nécessairement n'importe quoi, mais qui vont produire du commentaire et de l'actualité. À moi de défendre, d'exprimer la qualité de mon journalisme et puis à mes lecteurs de s'y reconnaître. Je pense que c'est la base en fait, fondamentalement la base, la chose la plus importante dans le journalisme, c'est tout simplement l'indépendance d'esprit. L'indépendance d'esprit, ça ne se définit pas par un label, qu'il soit d'État, et je crois que c'était pas l'intention d'ailleurs d'Emmanuel Macron, parce que j'ai bien réécouté ce qu'il avait dit quand il est allé rencontrer le groupe EBRA, que ce soit donc de la part d'Emmanuel Macron ou de son gouvernement, ou que ce soit de la part de la profession. Oui, mais encore une fois, comment faire c'est très flou. Moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Non, mais c'est impossible de toute façon. C'est impossible. Ça peut pas venir de la part de l'État, mais quand même, il y a déjà des certifications qui existent. Absolument, quand vous recevez votre carte de presse, pas tous les journalistes n'ont des cartes de presse. Et ça permet quand même de distinguer un minimum ceux qui font partie d'organismes qui sont réputés comme étant un minimum sérieux de ceux qui se lancent en indépendant et qui n'ont pas cette carte de presse. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que la carte de presse, c'est rien du tout. Vous avez des gens comme Jean-Pierre Pernaut qui n'ont jamais eu la carte de presse. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de journalistes qui sont payés en auto-entrepreneur, en société. Donc, en quoi est-ce que c'est une garantie de label? Vous avez les gens qui font les mots croisés, qui ont la carte de presse. Enfin, les cartes de presse... Pardon, effectivement, il faut que ce soit c'est quand même une preuve de... C'est une preuve de sérieux, c'est un certificat. Alors, rien le mot label fait un peu peur. Parce que moi, rien du tout. Vraiment, pour avoir vraiment à la fois passé 30 ans dans des rédactions et puis aujourd'hui volé de mes propres ailes, j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi journaliste que je ne le suis aujourd'hui, en étant sur cette plateforme de journalistes indépendants. Et je ne sais pas si formellement ça correspond aux critères de la carte de presse. Alors, la carte de presse correspond au fait que vous soyez payé par un organe de presse. Oui, mais c'est très important. Ça permet par exemple de distinguer des influenceurs, des lobbyistes. Le journaliste est payé pour son information dans un média qui est reconnu un minimum comme étant un média d'information. Je suis désolée, vous avez aujourd'hui des gens qui diffusent des informations qui sont payés par des lobbies, qui n'ont aucune indépendance. C'est peut-être ça aussi ce qui distingue le journaliste des autres influenceurs, comme on dit. C'est la recherche d'une forme de vérité et d'une forme d'indépendance qui passe aussi par le fait d'être financé par un média d'information. Je suis complètement d'accord là-dessus, mais justement, comment vous le déterminez? Comment vous l'établissez qu'ils sont indépendants? Oui, comment vous l'établissez? Les influenceurs payés par toutes sortes d'intérêts, que ce soit le Qatar ou une société qui fabrique n'importe quel objet à vendre, c'est évidemment un problème. Mais qui le définit? Pour moi, c'est le rendez-vous, il est devant mes lecteurs. Absolument. Alors, moi, je pense que, j'observe, je regarde ça avec du recul. Yves Damécourt. La majorité est allée jusqu'à proposer que ce label soit défini par Reporters sans frontières. Enfin, ils sont allés jusque-là. Alors que Reporters sans frontières a été épinglé la semaine dernière par l'ARCOM, qui a fait couper un reportage à France TV qui était diffusé par l'émission Commission d'enquête parce qu'il y avait manipulation de l'information. Complément d'enquête. Enfin, je rappelle aussi que nous, les agriculteurs, on a été violenté par une émission d'Élise Lucet en 2015-2016 sur l'usage des pesticides, qui était un tissu de mensonges. Elle a piégé le ministre de l'époque, qui était Stéphane Le Foll. Le lendemain, le journal Libération appelle Élise Lucet en disant « Mais vous avez travesti les chiffres, vous avez inversé, vous nous expliquez que 95%
des produits agricoles ne sont pas aux normes d'usage des pesticides et des résidus de pesticides, alors que c'est en fait l'inverse, c'est 5%. Et donc, et Élise Lucet, mais je vous recommande d'aller lire cet article de 2016 dans Libération. Élise Lucet dit, pour faire passer ses idées, il faut savoir mentir utile. Et donc ces gens sont aujourd'hui seraient labellisés comme détenteurs de la vérité, quoi. Et donc, bon, voilà, moi je préfère qu'on labellise le doute plutôt qu'on labellise la vérité. Parce qu'en fait, il faut, quand on commence à dire qu'on détend la vérité, on empêche les gens de penser, on délivre une pensée unique. Et quelle est la vérité? Où est la vérité? On va en reparler avec vous, Rémi, parce que quand effectivement Rachida Dati dit les gens sont perdus, etc., il y a des gens qui ne sont pas perdus et qui veulent bien croire un certain nombre de fake news. Et je pense à tous ces sites qui ont relayé l'affaire de Brigitte Macron, entre autres, bien sûr. Et sans aucun garde-fou. On va y revenir dans un instant avec vous, 0826 300 300, si vous voulez réagir, si vous faites confiance aux médias. À quels médias faites-vous confiance? À tout de suite. Nous allons nous mettre d'accord, j'en suis certaine, avec Noémie Alioua, Rémi Branco, Jean-Pierre Denis et Yves Damécourt. Et vous savez que nous jouons sur Sud Radio juste avant les fêtes, jusqu'à Noël. Tous les jours, vous pouvez gagner un lot magnifique. Et donc, je suis passée prendre mon petit sac sous le sapin ce matin. Et donc, si vous voulez jouer, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18 et vous pouvez gagner un très très beau cadeau. 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Péragude, c'est une station de ski qui est dans les Hautes-Pyrénées et qui est en fait c'est entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, absolument. Si je puis me permettre, on dit Péragude. Bravo. Donc 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Vous le dites bien, vous le dites très bien. Donc sapin par SMS 7 20 18. Allez-y, bonne chance et on vous donnera évidemment le nom du gagnant ou de la gagnante dans quelques instants. Alors Rémi Branco, sur cette histoire de label, alors j'imagine que ça vous a parlé puisque vous avez été directeur de cabinet de Stéphane Le Foll. Donc cette affaire, effectivement, à l'époque du complément d'enquête avait évidemment fait beaucoup de bruit. Mais sur la labellisation, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui détermine le vrai du faux? Alors moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de réglementation, effectivement, pour tout ce qui est Internet, qui a vraiment changé la donne. Après, nous, on a, pardon d'être un peu longue, mais nous, on a une autorisation d'émettre qui est donnée par l'Arcom. Si on enfreint des règles, on a des avertissements, des mises en demeure et on nous coupe l'antenne. Et c'est la même chose pour les chaînes de télévision. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Pour moi, il y a 2 enjeux. Il y a effectivement ces règles-là qui existent et qui doivent être strictement respectées, peut-être même un peu durcies sur certains aspects, évidemment, éviter l'incitation à la haine, etc., etc. Et puis, il y a ensuite tout l'aspect fact-checking. Et moi, je crois que c'est sur cet aspect, la vérification des faits, qu'on pourrait peut-être, je ne dis pas labelliser, mais dire qu'il y a un organisme de journalistes qui recoupe les infos. Et avec Noémie Alioua, Rémi Branco, Jean-Pierre Denis et Yves Damécourt. Alors ce matin, Bruno Retailleau était l'invité politique du Grand Matin Sud Radio au micro de Jean-François Aquili. Et il était interrogé sur la déclaration d'Édouard Philippe qui lui ne souhaite pas voter le budget de la Sécu en l'état. Écoutez ce qu'en disait Bruno Retailleau ce matin. Très franchement, je pense que ce budget-là n'est pas votable. Et j'ai entendu hier Édouard Philippe se prononcer. Écoutez, on s'est battu pour la réforme des retraites, pas parce que il fallait absolument que les Français travaillent plus, mais pour d'abord sauver effectivement le régime par répartition. Quand je suis né, il y avait 4 cotisants pour un retraité, un pensionné. Aujourd'hui, il y en a 1,6. C'est un système qui est en train de s'effondrer et on ne peut pas voter, je pense, un projet de budget qui augmente les impôts, par exemple la CSG sur les revenus du patrimoine, et qui dit aux Français non, il faut travailler moins. Voilà. Donc, je rappelle donc effectivement que Édouard Philippe a déclaré qu'il s'abstiendrait ou qu'il voterait contre. Yves Damécourt, effectivement, ce budget, qui est un budget lecornu fort, n'a pas de sens. Plus personne n'y comprend rien non plus, parce que je rappelle que les sénateurs, la semaine dernière, ont voté l'impôt sur la fortune qui avait été créé par le MoDem et le Parti Socialiste. Aujourd'hui, Marc Fesneau demande que le Premier ministre utilise le 49.3 pour pas avoir à voter les différents budgets. Enfin, le 49.3, que je comprenne bien, ça veut dire que ça peut être aussi
Le gouvernement peut être censuré à cette occasion. En fait, ils sont tous en train de faire de la stratégie à deux balles, en se disant les socialistes voteront pas la censure parce qu'ils ont peur de retourner aux élections, parce qu'ils perdront leur siège, parce qu'il n'y aura plus d'union de la gauche, qu'ils se méfient tous, parce qu'en fait, on ne connaît pas du tout les intentions des uns et des autres. On a l'impression que c'est la France qui est prise en otage. Il n'y a pas beaucoup de propositions d'économie qui ont été faites sur les différents budgets, que ce soit le budget de la nation ou le budget de la sécurité sociale. La réforme des retraites, c'était la seule réforme audible du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, même si elle n'était pas suffisante. Vous savez que nous, on préconise une retraite par capitalisation obligatoire, parce qu'en fait, on est en train de mentir aujourd'hui aux jeunes générations. On leur fait croire que leurs cotisations d'aujourd'hui permettront d'avoir une retraite demain. Rien n'est moins sûr. En fait, il y aura plus assez d'actifs demain quand eux seront à la retraite pour payer leur retraite. Donc tout ça n'a aucun sens. On est en train de mentir. Alors je ne sais pas si ces mensonges ont été labellisés par l'État, mais enfin que le même État demande à labelliser la vérité alors qu'il est en train de mentir à tout le monde, c'est quand même très 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 compliqué. Et je pense que les Français en ont un peu ras-le-bol de ce cinéma. Et on se demande si quand quelqu'un s'exprime devant un micro, il est en train de protéger son siège ou s'il est en train de protéger la France. Mais ce que me disait un confrère journaliste ce matin, il m'a envoyé un message en me disant en fait, c'est une excellente opportunité pour rompre avec la Macronie à la dérive. Cette décision sera comprise par les électeurs de droite, mais par ceux du MoDem, dont il est difficile d'accepter le reniement. Par ailleurs, une éventuelle mesure n'entraînera pas obligatoirement une dissolution qui placerait dans les mois suivants Emmanuel Macron en première liste, au risque de devoir démissionner avant la fin de son mandat. Donc c'est aux députés du bloc central d'avoir le courage de voter selon leurs convictions et non pour une combinaison dont le seul but est le maintien de leur mandat et d'une stabilité de façade. Et je suis assez d'accord, Rémi Branco. Moi je trouve qu'on nous a menti, on s'est un peu fichu de nous, c'était début octobre, quand on nous a dit, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, qu'il y avait une majorité. Oui. Rappelez-vous, Sébastien Lecornu a rendu sa démission un lundi matin parce que Bruno Retailleau quittait le gouvernement et parce que donc il n'avait plus de majorité. Donc on a eu une semaine, rappelez-vous, de réunions à Matignon, de réunions à l'Élysée, de jeux réfléchis, de fumée blanche dans 48 heures, etc. pour trouver une majorité. À l'issue de cette semaine de ce suspense insoutenable, Sébastien Lecornu, après avoir dit que sa mission était terminée, revient en disant « Hourra, nous avons trouvé une majorité à ce pays ». Je vous rappelle qu'on en pense ce qu'on veut, la gauche proposait une autre majorité. Ça a été refusé parce que l'argument était, vous inquiétez pas, on a plus de 200 députés, si on fait bloc central, LR, on a ce qu'il faut pour faire passer un budget. Très bien, allons-y, et le Parti socialiste a même accepté de rentrer dans la négociation et de ne pas censurer. Résultat des courses, on se retrouve 2 mois plus tard, un mois et demi plus tard, avec les mêmes acteurs qui vous disent, finalement on fait plus partie de la majorité, parce que ne pas voter le budget, voire voter contre, ça veut dire faire sauter une majorité. Et là, effectivement, plus rien n'a de base. Et là, je rejoins Yves Damécourt. Dans ce cas-là, quand il n'y a plus de base, quand il n'y a plus de majorité, quand il n'y a plus de socle solide, par définition, il n'y a plus d'opposition. Et là, c'est des auto-entrepreneurs de la politique qui vont décider chacun en fonction de leur circonscription, de leur siège, ce qu'ils vont faire. Et là, c'est illisible et on perd tout le monde. Donc de 2 choses l'une. Soit le Premier ministre a une majorité pour faire passer un budget et c'est conforme à la mission que lui a confiée le président de la République, soit il ne l'a pas et il doit remettre sa démission. Mais là, c'est avec son bloc central, avec ses alliés théoriques qu'il doit discuter. Sinon, effectivement, on n'y comprendra plus rien et on n'aura pas de budget à l'arrivée. Donc la décision, la balle est dans le camp aujourd'hui de la majorité et du Premier ministre. Est-ce qu'il faut une majorité ou pas ? Oui. Moi, je dirais que trop de politicaillerie tue la politicaillerie. C'est-à-dire, à un moment donné, ça devient, effectivement, je trouve que l'expression d'auto-entrepreneur de la politique est très juste. Mais vous avez rappelé aussi à l'instant que Bruno Retailleau, finalement, avait été constant, finalement, parce que quand il a refusé de monter dans le bateau de ce gouvernement, parce qu'il ne voulait pas cautionner le retour d'un ancien ministre de l'économie qui représentait cette fuite en avant dépensière, il donnait un message qui était très fort, ça lui a été reproché, donc il est assez logique qu'aujourd'hui, il soit toujours sur la même position. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en fait, sur le fond, on s'en sortira pas, non pas par une réforme du budget de l'État, mais par une réforme des dépenses sociales. Parce que c'est là qu'est l'essentiel du sujet. Et donc, comme on ne peut pas se mettre d'accord sur une réforme des retraites, et qui est pourtant absolument nécessaire en raison de la pyramide des âges, on n'arrive pas à décider qui doit payer, qui doit recevoir moins. Tant qu'on n'est pas capable de faire ça, tout le reste est absolument vain. Mais quand on dit que les Français n'y comprennent rien, il faut quand même ajouter, soyons honnêtes,
que les Français sont tous d'accord pour qu'on fasse cette réforme à une seule condition, c'est qu'on prenne dans la poche des autres. Oui. Et donc, finalement, cette politique aérie, elle reflète aussi un état d'une opinion qui n'est pas complètement prête. Et donc, on est dans ce marasme et on va y rester, même si le gouvernement tombe. Mais d'un mot juste, comment vous voulez que les Français comprennent quoi que ce soit quand vous avez Bruno Retailleau, qui est leader d'un parti politique, qui prend une position assez ferme ce matin, dont on ne sait pas si c'est la position de Laurent Wauquiez et de ses propres députés LR à l'Assemblée demain s'ils devaient voter. C'est incompréhensible. Comment vous voulez que les gens suivent l'actu si vous avez un chef de parti qui n'est pas suivi par ses députés? Moi, je ne comprends plus rien, quoi. Non, mais vous avez assez bien résumé les choses. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans une situation qui est bloquée depuis au moins les élections législatives. Tant qu'il n'y a pas de majorité claire qui se dégage, qui permet ensuite de faire avancer les textes de loi à l'Assemblée nationale, on est dans une situation qui est bloquée. Et donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Écoutez, c'est le président de la République qui, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités, doit mettre l'intérêt supérieur du pays au-dessus de ses propres intérêts. Même si demain, le bloc central qui s'est déjà effondré s'effondre encore plus, ça ne fait rien. Ça veut dire que ça représentera aussi ce que pensent les Français, et c'est les Français qui décident de l'avenir du pays. Donc il y a un moment donné où des élections législatives doivent être anticipées. C'est une obligation, ce sera la seule façon de s'en sortir, si on s'en sort, parce que sans doute que la tripartition continuera d'exister, mais il faut à un moment donné qu'il y ait une forme de majorité qui puisse se dégager et qui puisse faire avancer le pays, parce que là la situation elle est complètement bloquée. C'est ça. Mais elle va continuer de l'être tant qu'il n'y aura pas d'élection. Mais donc il faut la responsabilité de voter contre et sortir des magouilles et des intérêts particuliers. Mais tout le monde le savait. Et le premier à le savoir, c'était le Premier ministre lui-même. Bien sûr. Puisqu'il avait rendu son tablier. Donc on est dans une situation qui est tout sauf surprenante. De pourrissement volontaire. Et le fait que le Premier ministre dise qu'il n'utilisera pas le 49.3, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied, puisqu'en fait, la seule façon qu'il a aujourd'hui de faire passer le budget, c'est de l'utiliser. Et les membres de sa majorité lui demandent de l'utiliser. L'autre solution, c'est d'arriver à ce que le budget ne soit pas voté, et à ce moment-là, c'est le budget de l'année dernière qui sera appliqué, et qui sera reconduit mois, par ordonnance, et c'est peut-être la moins mauvaise solution finalement. C'est peut-être ce qui est recherché d'ailleurs. Oui. Ouais, on verra, mais vous y croyez ou pas? Vous pensez que c'est possible? On a pu constater que tout était possible, sauf l'an dernier on a voté en février, sauf de trouver une solution durable. Après, est-ce qu'il y a un calcul de pourrissement de la part du président de la République? Je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est dans un perpétuel déni, l'idée qu'il va toujours s'en sortir. Je crois que c'est surtout ça qui va, à un moment donné, sa chance va faire que son charisme, celui dans lequel il est de plus en plus le seul à croire, va jouer, mais non, parce qu'on est dans un monde réel. C'est ce que disait l'ancien président du Conseil, Henri Queuille, qui était un corrézien. Il disait, il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Et je pense qu'ils sont un petit peu dans cette optique-là. On est un petit peu dans cette optique-là. On se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de cette condamnation de l'État pour absence d'information, d'éducation sexuelle à l'école. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Là aussi, c'est un sujet compliqué parce que à chaque fois qu'on parle de sexualité à l'école, ça suscite la polémique, et en même temps on peut mettre ça en rapport avec ce qu'on évoquait hier, à savoir cette absence d'information totale sur le sida, le VIH. Aujourd'hui, les jeunes pensent qu'on peut l'attraper par un baiser, par la toilette, par les sièges des toilettes, et effectivement il y a des cours au collège, mais après plus rien. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Donc cette information... c'est intéressant, l'État a été condamné pour avoir tardé à organiser l'éducation à la sexualité. 1 euro symbolique, donc c'est pas ça qui va nous coûter cher, mais néanmoins, ces séances d'information et d'éducation à la sexualité qui étaient prévues par la loi de 2001 n'ont pas été appliquées. Et ces associations, le planning familial, SIDAction et autres, ont accusé l'État d'avoir manqué à son obligation d'organiser ces séances d'information.
Et là aussi, on se demande, il y a une loi, il y a une obligation, elle n'est pas respectée, Rémi Branco. Oui, alors je rappelle que cette loi, c'est à 3 niveaux. Hein. Il y a une éducation à l'école primaire, au collège et au lycée. Évidemment, on n'enseigne pas la même chose à ces 3 niveaux-là. Par exemple, à l'école primaire, c'est essentiellement l'apprentissage de la connaissance de son propre corps, le fait de savoir à quel adulte de confiance on peut parler et à qui on doit ne pas faire confiance. Enfin bref, c'est tout un tas d'éléments de prévention. L'éducation à la sexualité à proprement parler, elle démarre un peu après. Et c'est vrai que c'est un sujet à la fois extrêmement nécessaire. Cette prévention, elle est indispensable à l'école. Je rappelle qu'aujourd'hui, sur des téléphones portables, sur de gamins qui sont au CM2, circulent des images, circulent des propos, des mots qui sont inaudibles aujourd'hui, qui seraient inaudibles à mon âge. Si je les avais entendus, jamais j'aurais imaginé pour avoir accès à de tels contenus et à de tels propos. Donc il y a cette éducation à la sexualité qui est nécessaire. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident pour le personnel de l'éducation nationale. Je pense notamment quand on arrive au collège ou au lycée, alors est-ce que les personnels sont suffisamment formés? Est-ce qu'ils sont disponibles partout en France pour donner ces cours-là? Autant sur la prévention, la connaissance du corps au niveau de l'école primaire, ça semble accessible. Autant c'est vrai qu'au collège et au lycée, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc moi, je ne veux pas jeter la pierre sur le personnel d'éducation nationale. On fait des lois, c'est très bien. Est-ce qu'on réfléchit à leur application, à la formation de celles et ceux qui vont devoir les transmettre aux enfants? Je n'en suis pas sûr. Donc que l'État soit condamné, c'est important parce qu'il faut un moment que l'État applique la loi. Maintenant, après, est-ce qu'on s'en donne véritablement les moyens? Là, c'est vers les personnels de l'éducation nationale que j'aurais envie de me tourner parce que c'est pas évident d'aller dans une classe de 30 gamins de 13, 14, 15 ans, aller expliquer les règles de la sexualité, entre guillemets. Je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui. Noémie? Oui. Non, mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, c'est pas juste un problème d'application, c'est vraiment un problème de fond. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas au professeur d'enseigner ce qui est de l'ordre de l'intimité. On doit quand même distinguer ce qui est du ressort du professeur et de l'éducation nationale et ce qui est du ressort des parents. C'est aux parents de parler de ce genre de choses à leurs enfants, de les éduquer. Mais pardon, mais c'est pas pour ça qu'il y a eu une condamnation. Non, mais d'accord, mais le sujet de fond, c'est celui-là. Oui, bien sûr, le sujet de fond, c'est mais c'est le sujet de fond. Oui, mais d'accord, mais on peut considérer que la loi ne dit pas ce qui doit être juste, en l'occurrence. Je vous dis sincèrement, je pense que ce n'est pas aux professeurs et les parents doivent prendre leurs responsabilités. Et c'est à eux d'enseigner. Non, c'est vrai, j'ai pas encore d'enfants. Mais je pense que si demain j'en ai... Je peux vous dire que c'est pas forcément facile pour des parents d'aborder ces sujets-là. Ah oui, j'en doute pas une seule seconde. D'ailleurs, moi, mes parents, sur le coup, ne m'en ont jamais parlé et j'ai appris les choses toute seule dans la vie, comme beaucoup de gens. Mais à l'heure où on sait justement que nos enfants... C'est comment vous les apprenez et on rejoint notre premier sujet sur les réseaux sociaux. On leur téléphone portable. Justement, le monde a changé et donc dans ce cas-là, il faut s'obliger en tant que parent. Je n'ai pas encore d'enfant, c'est vrai, mais je compte bien en avoir un jour. Et à ce moment-là, je pense que je prendrai sur moi parce que je voudrais que ce soit moi qui donne les armes à mon enfant de s'y prendre le mieux possible pour affronter la vie et pour connaître les choses de l'ordre de l'intimité. Mais je ne voudrais pas que ce soit des professeurs qui l'enseignent d'une façon qui peut-être sera pas la bonne façon selon moi. Alors, et pourquoi les parents le feront mieux que les enseignants? Je comprends pas. Parce qu'ils connaissent mieux leurs enfants et parce que c'est à eux de décider plus que les professeurs. Je suis désolée, il y a un moment donné. C'est pas la question de connaître son enfant. On parle pas c'est pas l'apprentissage de l'enfant, c'est l'apprentissage du corps, l'apprentissage. C'est quelque chose de. Mais enfin, je ne comprends pas comment, par définition, un parent serait mieux armé qu'un enseignant pour le faire. Un enseignant ou une personne qui serait formée pour. Bien sûr mais que pas du tout. La connaissance de son corps, le rapport aux autres, c'est pas de l'intimité. Bien sûr que si. Pas du tout. Vous avez fait des cours de biologie, c'est pas de l'intimité. C'est pas parce qu'on vous apprend c'est pas de la biologie. Des cours de sexualité, c'est pas uniquement de la biologie. Mais c'est pas de l'éducation au plaisir. L'éducation, ce qui a enseigné. Non. Après, il y a eu des controverses sur les contenus. Ah ben ça, alors là, c'est un autre sujet. Non, c'est tout à fait le même sujet. S'il y a un problème sur les contenus, vous voulez pas que votre enfant découvre pour la première fois la sexualité à travers des contenus qui sont contraires à ce que vous pensez. Je vous rappelle que je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'un enfant, je crois que c'est 8 enfants sur 10 ont déjà vu un film pornographique. Bien sûr. À 10 ans, à l'âge de 10 ans. On a Hervé en ligne qui nous appelle d'Antony. Bonjour Hervé, vous vouliez réagir à ce sujet? Bonjour, oui. Non, j'aurais voulu d'abord savoir quelle organisation, au singulier ou au pluriel, a fait condamner l'État. Alors, vous avez le planning familial, le SIDAction, SOS homophobie. Voilà, bon, donc c'est des militants. Non, mais c'est des militants. Bon, écoutez, moi je comprends. J'ai été enseignant, je comprends pas bien la discussion là que vous avez en ce moment.
parce que quand j'enseignais, d'abord c'était pas moi qui le faisais. Les rares fois où j'y suis allé avec des classes, quand j'étais par exemple en collège, on a accompagné par exemple les 4e dans un centre justement sans doute de planning familial où les enfants étaient séparés, d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles. Et là, ça je le conçois très bien. C'est-à-dire, on leur disait les risques, si vous voulez, liés au sida. Bon, et je sais que par exemple les professeurs de SVT a montré aussi ce que c'était que le corps humain, tout simplement. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, donc si ça se réduit à ça, c'est très bien. Mais si vous voulez, moi je voudrais pas que ça se, parce que moi j'ai pas d'expérience de ce phénomène, mais j'ai entendu dire que certains militants, si vous voulez, veulent pousser un peu plus loin et obliger donc les enfants à des pratiques. Alors je sais pas si c'est vrai. Donc moi j'aimerais que les journalistes fassent vraiment des enquêtes là-dessus parce que c'est pas clair. Mais pour l'instant, moi je trouve que l'éducation nationale de ce côté-là fait son travail. D'autre part, c'est vrai, on a d'abord à apprendre des choses et bon le problème de la sexualité c'est à la fois fondamental et un peu à côté parce qu'évidemment on ne s'en sert pas. Vous avez un intervenant qui dit je vois pas, mais bien sûr les professeurs ne peuvent pas s'ériger, si vous voulez, en professeurs de sexualité parce que c'est extrêmement complexe. Bon, maintenant, si vous voulez, dans les cours, moi je suis historien, donc on parle d'un certain nombre de choses qui touchent à la sexualité, forcément, puisque ça fait partie de l'histoire humaine. Mais si vous voulez, à part ça, l'éducation nationale en général fait son travail. Alors je sais pas qui a fait vraiment condamner et pour quelle raison véritablement. Alors le planning familial, c'est un organisme d'État, hein, nous dit Stéphane, donc c'est un petit peu. C'était eux d'ailleurs qui avaient fait, souvenez-vous, l'affiche de l'homme enceint qui expliquait que les hommes pouvaient aussi tomber enceints, etc. C'est pas un organisme d'État, c'est pas une émanation de l'État. Moi je voudrais quand même comment dire. On demande à l'éducation nationale toujours plus de choses. Donc, enseignement du fait religieux, mais les profs ont peur parce que enseignement du civisme, mais les profs ne peuvent pas parce que enseignement éducation sexuelle, mais les profs. Alors, vous voyez, cet empilement-là, il est quand même problématique. Donc, poursuivre et condamner l'État parce qu'en fait, il a fait une loi hypocrite, ajoutant une couche à un édifice qui était déjà en train de s'effondrer. Franchement, je trouve ça un peu fort de café. D'autant que, effectivement, les profs sont très rarement formés. Il y a quand même un déficit de formation dans l'enseignement public qui est connu. Les profs sont très rarement formés. Et moi, je les comprends s'ils abandonnent des pans de la formation, de leur enseignement qui est soi-disant obligatoire, mais pour lequel ils ne sont pas formés. Ensuite, je voudrais ajouter une chose. Une éducation à la sexualité, en fait, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Vous avez eu raison de dire que ça dépendait des âges, mais ça dépend aussi du contenu. Et moi, je pense qu'on peut avoir là-dessus un point de vue critique, s'interroger tout en étant un petit peu nuancé. Par exemple, on sait que les violences sexuelles ont lieu essentiellement dans les familles. Donc apprendre aux enfants ce que c'est que le consentement, que ça pour le coup c'est une chose qui peut être utile, une distance vis-à-vis de la famille, mais en même temps c'est en définitive à la famille que revient la dimension vraiment proprement éducative de son enfant. Voilà, l'enseignement n'est pas là pour non plus s'immiscer trop profondément dans ce que la famille a à transmettre. Donc c'est un équilibre, et cet équilibre il est pratiquement introuvable. Marie, une auditrice, me dit tout ce qui est d'ordre de l'intime doit être débattu au sein de la famille. Si c'est pour apprendre aux gamins qu'ils peuvent changer de sexe, c'est juste dangereux. Et bon, effectivement, il y a un entrisme effectivement qui peut exister au sein de certaines associations. Prenons juste un exemple parce que vous voyez, parmi les associations, il y a SOS Homophobie qui a porté plainte. Et pourquoi ? Parce que dans l'apprentissage, par exemple, des plus jeunes dans cette éducation sexuelle, il y a l'idée qu'on puisse aimer un homme, une femme, et qu'on puisse être une femme qui aime une femme, un homme qui aime un homme. Et ça, je suis désolé, mais il y a certaines familles en France qui ne l'apprendront pas, qui voire même le nieront. Et là, c'est le devoir de cette éducation sexuelle d'expliquer que oui, on peut être un homme et aimer un homme, être une femme et aimer une femme, et de n'avoir aucun complexe ou aucune honte à l'avoir. Mais à quel âge, quand, comment vous dites ça, mais à l'école primaire, c'est tout à fait normal. N'importe quel gamin de 8 ans, 9 ans peut comprendre ça et le voit. Enfin, je veux dire, c'est dans la société. Par ailleurs, sur l'intimité, l'idée n'est pas de savoir ce qu'on fait de son intimité. L'idée, c'est de savoir notamment ce que les autres ne
peuvent pas faire avec notre propre intimité. Et c'est vrai qu'il y a des violences majoritairement commises dans les familles, dans le proche entourage. Et c'est important qu'il y ait une personne extérieure à cet entourage qui dise, voilà, si on touche cette partie de ton corps, c'est de l'ordre de l'intime. Si on touche ton épaule, ton front, c'est pas forcément tout à fait la même chose. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut, à mon avis, expliquer très tôt. Le problème, c'est que comme on n'arrive pas à distinguer de la couche idéologique, c'est vraiment compliqué. Voilà. Allez, on se retrouve juste après les infos. On aura notre gagnant, c'est un gagnant. Et puis, beaucoup d'autres sujets avec vous, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. En particulier, on va parler des agriculteurs, des crèches et d'autres sujets. Restez avec nous sur Sud Radio. Le sapin de Noël Sud Radio. Et oui, vous le savez, vous jouez toute la journée jusqu'au 24 décembre avec le grand sapin Sud Radio, avec des séjours, des enceintes connectées, des bijoux, bref, un sapin de Noël très garni. Et nous avons notre gagnant, et notre gagnant, c'est Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, alors vous avez gagné 2 forfaits de ski pour la station de Peyragudes. Je ne le dis pas aussi bien que Yves Damécourt. J'imagine que vous savez skier ? Ah oui, je sais skier. En plus, je skie tous les ans à Peyragudes, justement. Formidable. Formidable. Ouais. Il y a un petit accent. Alors, Peyragudes, il y a le côté Peyresourde même. Peyresourde. Eh ben, c'est formidable. Et donc, vous allez pouvoir en profiter grâce à Sud Radio. Vous allez avoir 2 forfaits de ski pour cette station que vous connaissez bien. Il y a de la neige en ce moment ou pas trop ? Eh ben, là, j'arrive de la Neumezan. Il y avait l'air d'y avoir de la neige. Ah, d'accord. Bah écoutez. Ouais. Eh ben, écoutez, merci d'être fidèle à Sud Radio et bonne descente dans cette formidable station de Peyragudes. 51 pistes, c'est pas mal, hein. Et vous pouvez jouer, vous le savez, toute la journée sur Sud Radio pour gagner de très beaux cadeaux. Alors... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. J'avais oublié le jingle. Voilà, Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Rémi Branco, vice-président du Lot, porte-parole du Parti socialiste. Vous avez publié Loin des villes, loin du cœur. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain. Vous êtes à la tête, vous dirigez la lettre d'information théopolitique qu'on retrouve sur les réseaux, sur l'application Substract. Et même, je l'écris avec mes petits doigts. Oui, vous l'écrivez, voilà. Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local et légal peut-être, et porte-voix de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. On va commencer avec vous, parce que vous avez toujours des informations, enfin les autres aussi, mais intéressantes, et qui sont en marge de ce qui parfois retient notre attention. Oui, je veille sur ce qui se passe dans nos zones rurales notamment, ouais. Et il y a une espèce de nouvelle... Un nouveau processus qui est en train de s'enclencher, notamment dans les territoires ruraux. Alors, c'est arrivé à Gaillac il y a 2 ans, c'est arrivé à Melun un petit peu avant, et puis là, ça arrive en Gironde, le territoire où j'habite, notamment dans 2 communautés de communes, la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers et la communauté de communes des communes rurales de l'Entre-deux-Mers, où il y a eu une flambée de l'impôt des artisans et des commerçants qui s'appelle la CFE. Et donc, fin octobre, les artisans, les commerçants, les PME, les TPE, les auto-entrepreneurs ont reçu leur note d'impôt, et les variations vont de plus 300% à plus 1200%. Il se trouve que la communauté de communes, notamment des communes rurales de l'Entre-deux-Mers, a voté cette décision au mois de septembre 2024. Elle en a informé personne. Il y a quelques élus, des maires qui ont dit enfin, c'est quand même pas possible de voter une telle augmentation. C'est 500 000 € de plus de recettes. Les artisans commerçants vont devenir les premiers contribuables de la communauté de communes. Avec cette recette va représenter 63% des recettes fiscales. C'est énorme. Et donc là, il y a un front qui se met en place. Il y a déjà 140 artisans, commerçants, entrepreneurs sur un groupe WhatsApp qui sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre ça. La communauté de communes apparemment a fait appel à un conseiller en recettes fiscales qui fait le tour de France en fait pour convaincre les collectivités
qu'elles peuvent réviser leurs impôts. Et comme ils étaient au plafond du taux pour cet impôt sur le commerce et l'artisanat, ils ont révisé les bases. Et donc, les communautés de communes ont le pouvoir de réviser les bases. Et ils se sont mis au plafond partout. Ce qui fait que ce petit territoire rural, qui est en zone de revitalisation rurale, donc qui bénéficie d'exonération fiscale pour l'impôt sur les sociétés, pour les nouvelles entreprises, se retrouve à avoir les mêmes taxes sur le commerce et l'artisanat que la métropole de Bordeaux, dont les charges ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors voilà, donc je voulais témoigner de ça, et surtout pour que les autres territoires veillent bien à surveiller les décisions de leur conseil communautaire. Parce que vous imaginez bien qu'une commune, si elle avait à voter de telles taxes, elle ne le ferait pas. Bien sûr. Parce qu'elle protégerait son épicerie, elle protégerait sa boulangerie, elle protégerait son bureau de tabac. Alors qu'une communauté de communes, qu'on a élargie 2 fois, cette communauté de communes, aujourd'hui, elle comprend 50 communes, dont la plus petite commune de France, Castelmoron-d'Albret. Eh bien, aujourd'hui, elle a voté à la quasi-unanimité. Il n'y a que 7 maires qui ont voté contre. Je pense que la plupart des conseillers communautaires n'ont pas compris ce qu'ils votaient, parce que c'est quand même très complexe. C'est fait de mètres carrés, de chiffres d'affaires, enfin, etc. Et ça n'aide pas au développement économique. Oui, et il y a eu, c'est ahurissant ce que vous racontez. Donc répétez, combien, 2000% pratiquement? Jusqu'à 1136% pour l'entreprise qui a le plus augmenté, qui est un petit négociant en vin. Et le bureau de tabac, c'est 800%, le boulanger, c'est 800%. C'est hallucinant. Ouais. Rémi, vous étiez au fait de cela? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de communautés de communes qui augmentent effectivement ces taxes. En même temps, on demande de plus en plus de choses aux communautés de communes. Je rappelle juste une chose, les communautés de communes, c'est pas un machin abstrait. C'est les maires des communes et les délégués qui proviennent des conseils municipaux. Donc moi, si vous voulez, je comprends que vous disiez le maire, sa pauvre épicerie, mais le maire, s'il tient à son épicerie et que mettre la clé sous la porte parce qu'on lui augmente la taxe, il a qu'à voter contre au conseil communautaire. Moi, je comprends pas. On s'abrite, c'est facile de s'abriter pour les maires derrière la communauté de communes, mais c'est eux qui décident, c'est eux qui votent. Donc si la prochaine fois, s'ils s'aperçoivent que ça pèse lourd sur les finances de leurs entreprises, qu'ils votent contre et qu'ils l'annulent. C'est leur pouvoir démocratique. Donc voilà, je comprends ce que vous dites parce que je le vois dans d'autres communautés de communes, mais il ne faut pas non plus que les maires se désengagent de leur responsabilité. Et puis, autre question, la question de la fiscalité locale, elle est importante parce que en réalité, aujourd'hui, les collectivités sont quand même asphyxiées. Vous prenez le département de la Gironde, que vous connaissez sans doute bien, compte tenu de l'augmentation des charges de partout, de la baisse des DMTO, donc en langage, en gros, les départements ont quelques rares recettes, dont les frais de notaire, en gros. Compte tenu du fait qu'ils diminuent, il n'y a plus de recettes, on a de plus en plus de charges. Donc vous avez de moins en moins de financement aujourd'hui pour des projets. Donc les communautés de communes se retrouvent à se dire, nous, on a un impôt sous la main qu'on peut augmenter, on essaie un peu de l'augmenter. Tout ça est complètement hypocrite, parce qu'en réalité, c'est la facture générale qu'on devrait tous payer et l'impôt, on devrait le lever de façon démocratique. Donc aujourd'hui, ça se fait de la pire des façons, par la communauté de communes qui n'a pas une instance directement, qui n'a pas une émanation démocratique du citoyen. Donc on a tous l'impression que c'est dans notre dos que ça se fait parce que tout simplement il n'y a plus d'argent et les uns et les autres essaient de le retrouver où ils peuvent. Malheureusement, c'est sur le dos en l'occurrence des petites entreprises, des artisans, des commerçants qui font la vie de nos territoires et qui demain pourront mettre la clé sous la porte. Donc moi je suis très inquiet de cette opacité et finalement de ce manque de décision démocratique à l'échelle locale. Ouais. C'est là qu'on voit que l'empilement des structures pose un problème démocratique. Oui. Voilà, on a créé ces intercommunalités avec l'idée peut-être que ça coûterait moins cher et que ça permettrait de rationaliser les choses. En fait, c'est pas ça le sujet. C'est que l'électeur peut éprouver le sentiment, effectivement, à juste titre, d'un déficit démocratique. Quelque part, c'est le reproche que l'on fait souvent à l'Union européenne en disant ça se passe hors de notre contrôle, de notre vue. Au moins, à l'Union européenne, il y a un Parlement européen qui vote. Là, et on élit les députés européens. Là, l'intercommunalité, c'est vraiment un lieu obscur pour l'électeur, pour le citoyen. Ouais. On continue avec vous, Noémie, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Dans le milieu rural. Exactement. Valérie, je voulais ce matin qu'on fasse un requiem pour les 82 vaches de pouillés français qui ont été abattues de sang-froid sur ordre des services de l'État, et ce, malgré la mobilisation paysanne. Alors, elles ne laisseront pas derrière elles ni tombeau, ni stèle, ni plaque commémorative, juste du silence dans leur ferme, toute proche des montagnes jurassiennes. On dira que c'était un protocole sanitaire, mais il avait été appliqué plutôt à la lettre, puisque les bêtes avaient bien été vaccinées depuis 1 mois. On leur avait promis qu'elles seraient ensuite examinées
au cas par cas, mais après la détection d'un seul cas, c'est la logique maximaliste qui l'a emporté. L'administration a tranché pour l'euthanasie de tout le troupeau, malgré l'opposition de la famille d'éleveurs et qui est depuis plongée dans la sidération. Ils avaient tout tenté pour sauver leurs bêtes. Les syndicats agricoles et des collectifs d'éleveurs avaient proposé de transformer l'exploitation en, je cite, ferme test pour observer si avec la vaccination et les soins, les bovins pouvaient s'en sortir sans abattage massif. Ils avaient aussi organisé une manifestation qui a été relayée par la coordination rurale et la Confédération paysanne. Ce sont environ 3 personnes qui ont manifesté pour essayer de sauver ces bêtes, mais finalement ils ont été délogés par 175 gendarmes qui ont été mobilisés, qui ont utilisé le gaz lacrymogène. Et donc ce matin, un petit requiem pour ces 82 vaches qui sont désormais sans doute au paradis des vaches. Oui, peut-être Yves Damécourt. J'ai écrit un billet sur mon blog il y a quelques mois sur ce sujet-là. En fait, la France se met en position d'aller à l'extrême de ce qui est conseillé, alors qu'en fait, elle pourrait faire autrement. Et on peut très bien, comme on l'avait fait, excusez-moi du parallèle, mais enfin pour le Covid, vaccination, confinement. Et donc, imaginez que pendant le Covid, on ait abattu tous les gens qui étaient atteints du virus. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, mais la logique, elle est quand même celle-là. Il se trouve que j'ai des vétérinaires, voyant mon billet sur mon blog, m'ont appelé. Et ils m'ont dit, écoutez, nous on est d'accord avec vous, mais aujourd'hui, si on s'exprime dans ce sens-là, on risque d'être radié par l'ordre des vétérinaires. Je reviens sur notre sujet du journalisme et la labellisation, etc. Donc en fait, il y a une espèce de pensée unique, alors qu'il y a des choses qui se passent en Italie, en Allemagne, en Afrique du Sud, où il y a les mêmes problématiques, les mêmes choses, et on fait différemment. Et donc il faudrait qu'on puisse faire passer un autre message, qu'on puisse débattre de ces sujets-là sans être obligé de passer par cette sanction qui est terrible. Nous, on l'a vécu dans notre territoire avec la tuberculose bovine il y a quelques mois. Les élevages d'oies et de canards le vivent dans le sud-ouest avec la grippe aviaire et elle revient. Et donc, il faut absolument... que l'on revoie notre procédure, que l'on trouve des solutions plus faciles, plus humaines. Moi, je suis fils et frère d'éleveurs. Constituer un troupeau, c'est toute une vie. C'est une vie. On sélectionne des animaux, c'est le désarroi dont parlait. Et quand on perd un troupeau, on perd une partie de son âme. Et donc, et l'accompagnement n'est pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire que l'État dit on va vous indemniser. La vérité, c'est que les indemnisations arrivent beaucoup plus tard, que les problèmes de trésorerie sont catastrophiques, qu'on indemnise la valeur du troupeau, mais on n'indemnise pas tout ce qui se passe à côté. Et donc, c'est catastrophique. On se retrouve dans un instant, on va parler de Noël, on va parler des crèches dans les mairies, et puis on va parler des marchés de Noël. À tout de suite. Valérie Expert. Pardon, nous sommes de retour avec vous, avec Noémie Alioua, Rémi Branco, Jean-Pierre Denis et Yves Damécourt. Alors Jean-Pierre, coup de projecteur sur les crèches. Non mais coup de gueule, j'en ai un peu ras-le-bol, je dois dire, parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que c'est devenu une tradition de Noël. Il y a toujours 2-3 maires, toujours les mêmes, c'est en général du côté de Béziers que ça se passe, et puis il y a quelques communes comme ça qui installent une crèche de Noël dans leur mairie en sachant pertinemment que c'est contraire à la loi de 1905, et puis tout aussi rituellement... des militants de la libre pensée qui ont en fait, en réalité, beaucoup de comptes à régler depuis le 19e siècle avec l'Église catholique et qui en profitent pour brandir 2 ou 3 pancartes. Et c'est très très loin de ce que vivent en réalité les catholiques pratiquants. Je pense que c'est aussi très loin du rapport des Français avec Noël qui est assez pluriel. Il y en a pour qui c'est une affaire culturelle et on peut le comprendre parce que cette tradition de la crèche de Noël, ce rapport avec Noël est très large. Et puis il y en a pour qui c'est un événement un peu sérieux qui concerne leur vie et leur foi. Et voilà, cette partie de ping-pong est un petit peu lassante. Puis alors il y a une variante cette année en Belgique, à Bruxelles, avec des mannequins en chiffon sans visage. Oui, sans visage, oui. Voilà, alors là, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est pas très très heureux de montrer des mannequins sans visage dans un contexte où, en fait, il y a une crise culturelle en réalité avec la progression de l'islam en Belgique. Voilà, c'était pas une très très bonne idée, mais bon, en même temps, c'est toujours intéressant. Vous dites qu'il ne faut pas de crèche dans les mairies.
Alors en fait, quand on regarde attentivement la loi de 1905, et d'ailleurs j'ai regardé encore plus attentivement tout ce que le Conseil d'État a pu décider sur le sujet, c'est en réalité un peu plus compliqué que ça. Il y a des circonstances dans lesquelles la crèche peut être considérée comme une tradition culturelle et donc ne pas poser problème. Il y a des endroits, en Corse par exemple, je crois qu'il y en a une dans la mairie d'Ajaccio. Bon, tout le monde en Corse trouve ça complètement normal. Mais il y a des contextes, en fait, qui amènent à une sorte d'exégèse permanente. Enfin, finalement, ça tourne à la querelle byzantine, cette affaire-là. Voilà, c'est pas si simple, parce que quand on regarde la loi de 1905, elle ouvre la porte, en fait, aux expositions. Bon, est-ce qu'une crèche est une exposition? On n'a pas le droit de mettre des signes religieux, mais on a le droit de faire des expositions. Bref, on n'en finit pas et je trouve ça un petit peu lassant. Voilà. Alors, Yves, vous voulez moi réagir ? j'ai eu à traiter ce genre de problème quand j'étais élu. Donc en fait, la loi de 1905, elle est assez claire, surtout la jurisprudence qui a eu lieu après. Tout ce qui existait avant 1905 est nommé tradition. Et donc, quand une commune avait une habitude de mettre une crèche, même dans l'hôtel de ville, quand une commune avait l'habitude de faire des démonstrations dans la rue, des déambulations avec une vierge, etc., tout ça est admis comme étant une tradition et c'est autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est une commune qui n'avait pas de tradition et qui se met à le faire. Voilà, c'est tout. Et donc les choses sont assez simples. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que justement parce que la loi distingue, enfin le Conseil d'État distingue entre ce qui est à l'intérieur d'un bâtiment et ce qui est par exemple sur la place d'un marché. Or la place d'un marché relève en fait de la responsabilité de la commune et ce qui est pointé là, ce sont des crèches qui sont installées à l'intérieur du bâtiment municipal. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a constamment par exemple, en Provence, il y a une tradition des santons de Provence et depuis très longtemps. Et donc, même si une mairie de Provence avait une collection de santons dans la mairie, ça poserait pas de problème. Alors, Rémi, un mot là-dessus et puis votre coup de cœur. Non, mais justement, je vais passer à quelque chose de plus consensuel. Pour les marchés de Noël, il n'y a pas de querelle byzantine. Il pourrait y avoir une querelle. Il pourrait y avoir une querelle territoriale, puisque, en tout cas culturelle, puisque ça nous vient plutôt du centre de l'Europe, mais aujourd'hui, sans aller jusqu'à Péragude, dans le Lot, vous avez, dans mon département, des marchés de Noël qui fleurissent partout, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Et je voudrais juste saluer toutes celles et ceux qui s'en occupent, qui les créent partout. Je pense aux associations de parents d'élèves, aux comités des fêtes évidemment, qui partout vont faire l'effort pendant un jour, 2 jours, d'organiser ces lieux de rassemblement. Je vais en faire 4 ce week-end, Montcabrier, Moreau, alors palmarès cette année, Vire-sur-Lot. Je vous engage tous à y aller. Donc dans le Lot, à côté de Puy-l'Évêque, avec l'arrivée en parachute du Père Noël. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de toujours fascinant pour les enfants, qui réunit un monde fou. On vient de très loin pour voir ce Père Noël arriver en parachute et distribuer des cadeaux. Mais c'est bien quand c'est pas trop commercial. J'ai vu. Pas du tout. Mais j'ai vu en Corse, par exemple, mon amie Christine Bravo qui fait les marchés. Elle montrait des artisans, des gens qui font eux-mêmes des bijoux, des santons, des choses comme ça. Et les agriculteurs qui viennent vendre leurs produits. Bien sûr, vignerons évidemment. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu made in China quand même. J'avoue que parfois, même quand je vais à Toulouse, je reconnais pas trop l'esprit des marchés de Noël de chez moi. Mais nous, en tout cas, voilà, c'est aussi une façon de redécouvrir des producteurs, de redécouvrir des vignerons aussi, de passer un bon temps entre amis, en famille. Donc je voulais le saluer parce que c'est des gens qui n'ont rien à gagner là-dedans. Allez, un petit peu de trésorerie pour le comité des fêtes, tout au plus. Mais il faut les encourager. Et l'alcool à consommer avec modération parce qu'il y a souvent du vin chaud avec la cannelle et de la pomme qui est souvent succulent. On est modéré. Le vin chaud, ça va. On est tout à fait modéré. Dans un instant, alors je vais lui poser la question parce que vous savez que Julie Trouilloufol m'envoie régulièrement des petites infos qui paraissent. Et là, je me suis dit, c'est le Gorafi. Vous savez, le Gorafi, c'est devenu une expression quand il y a une information qui nous paraît complètement aberrante. Et là, elle m'envoie ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Louis Sarkozy veut supprimer les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation. Bien non, ce n'est pas le Gorafi. Louis Sarkozy a vraiment dit cela après une étude de la Fondation Vinci où les automobilistes disent qu'ils craignent le comportement à risque des autres. Donc, ne pas s'arrêter au feu rouge, franchir une ligne blanche. Finalement, s'il n'y en a pas, c'est plus simple. Donc, il a vraiment proposé ça. L'objectif, c'est de rétablir la priorité à droite. Oui. C'est joli, mais je pense que l'objectif, c'est surtout de faire c'est de théoriser. Finalement, c'est la mise en pratique de la théorie selon laquelle l'important c'est de faire parler de soi, même si c'est en mal. Voilà, je crois que c'est ça qu'il essaie de faire. Si on pouvait supprimer la publicité de Louis Sarkozy, pardon, on s'en tirerait pas trop mal non plus. Et c'est paru dans un journal qui est labellisé. C'est le Parisien. C'est dans le Parisien, c'est labellisé, donc c'est une vraie information. Dans un instant, le fondateur du site, le Gorafi, il va nous raconter cette incroyable aventure. À tout de suite.